Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions, les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, partant de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine du tourisme. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que notre chef d'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, a réitéré la position de l'Égypte vis-à-vis du barrage éthiopien de la Renaissance. La position de l'Égypte à l'égard du barrage éthiopien de la Renaissance et la sauvegarde de sa sécurité hydrique est constante. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi alors qu'il visitait l'académie militaire samedi, accompagné par le ministre de la Défense, le général Mohamed Zaki, et de haut commandant militaire. Ici, ça a félicité les étudiants des dernières années sur le plan d'intégrer le rang de l'armée en tant que génération illustrant l'espoir et le dévouement pour la patrie. Le chef de l'État a échangé avec les étudiants sur les diverses questions, notamment celles liées à la politique étrangère, le Moyen-Orient. Le président Sisi a souligné que l'Égypte avait opté pour la voie diplomatique et les négociations pour résoudre la crise du barrage de la Renaissance. Il a ajouté qu'il avait la charge de protéger les ressources en eau de l'Égypte et qu'il ne permettrait à personne d'y toucher. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte tenait à poursuivre son rôle plutôt positif envers ce qui se passe dans la bande de Gaza, en menant des contacts avec les Palestiniens et les Israéliens. Le président a affirmé que l'Égypte collaborait avec ses partenaires afin de restaurer la paix et la stabilité dans la bande de Gaza. Sur le terrain, l'Égypte a repris samedi 6 août son rôle de médiateur pour tenter de calmer les tensions de Gaza où des tirs de meurtriers ont été échangés entre les forces de l'occupation israélienne et une organisation armée de l'enclave palestinienne. L'Égypte s'efforce d'apporter sa médiation pour calmer les tensions à Gaza où des tirs meurtriers ont été échangés entre les forces israéliennes et une organisation armée de l'enclave palestinienne, ont assuré samedi 6 août de multiples sources. Une source de sécurité égyptienne a expliqué que les efforts de médiation du Caire étaient en cours depuis vendredi, date à laquelle Israël a lancé des attaques contre ce qu'il a décrit comme des cibles du djihad islamique. Le porte-parole de l'armée israélienne, Richard Hecht, avait auparavant fait référence à la médiation égyptienne lorsqu'il a informé les journalistes des bombardements sans donner de précision. Une source égyptienne a déclaré de son côté qu'une délégation du djihad islamique pourrait se rendre au Caire ce samedi. Cette organisation est considérée comme terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Le Hamas, le groupe islamiste qui contrôle Gaza depuis 2007, s'est jusqu'à présent tenu à l'écart de la dernière vague de violence à Gaza, mais était également présent lors des discussions avec l'Égypte. Son chef, Ismail Haniyeh, basé à Doha, s'est entretenu avec les services de renseignement égyptiens au sujet des violences, selon un communiqué du Hamas. L'Égypte est historiquement un grand médiateur entre Israël et les groupes armés présents à Gaza. En mai dernier, le pays a négocié le cessez-le-feu qui a mis fin à un conflit de 11 jours. Passons, chers téléspectateurs, à un autre point ou à une autre question très importante. Il s'agit de la crise ukrainienne et les nouvelles mesures pour booster le tourisme en Égypte. En fait, pour relancer l'activité touristique fortement affectée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notre ministère du Tourisme et des Antiquités a adopté un plan basé sur la recherche des marchés alternatifs, une promotion active et des facilités pour l'octroi des visas. Donc, les éclaircissements, les explications seront toujours avec notre chère collègue Dalia Karam. Le tourisme a commencé à reprendre des couleurs ces 2 derniers mois après un recul engendré par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait, l'Égypte a adopté un plan visant à compenser les pertes et à relancer le secteur du tourisme, surtout que la Russie et l'Ukraine représentent entre 30 et 40% du tourisme égyptien. Le plan repose sur la promotion du tourisme auprès de marchés alternatifs, qu'il s'agisse de marchés traditionnels, notamment européens ou arabes, ou bien de nouveaux marchés en Asie et en Amérique latine. En ce qui concerne les marchés traditionnels, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, a effectué en mai une visite officielle en Allemagne et en Angleterre. Et avant, il était en France et en Italie où il s'est entretenu avec les responsables du secteur ainsi qu'avec les tours opérateurs travaillant sur le marché égyptien.
En fait, le nombre de touristes en provenance de ces marchés augmente. C'est grâce à ces marchés que nous avons réalisé en avril le même taux qu'en février, juste avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a expliqué Khaled El-Anani. Il a ajouté que dans le but d'encourager les tours opérateurs à programmer des voyages à destination de l'Égypte, le ministère a décidé de prolonger d'1 an ou de 6 mois le système de subvention accordé aux vols charter jusqu'en avril 2023, surtout avec la variation des prix des combustibles qui ont augmenté de plus de 30% au cours des dernières semaines seulement. En ce qui concerne les nouveaux marchés, il y a une grande demande de la part des pays d'Amérique du Sud comme le Brésil ou d'Asie comme le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, surtout après l'établissement de lignes aériennes directes vers les stations touristiques égyptiennes, surtout Sharm el-Sheikh, indique Abdelrazak Shahin, membre de la Chambre du tourisme. Il a ajouté qu'il a perçu une demande croissante de la part de ces marchés lors de sa participation à la plus grande foire touristique d'Amérique du Sud tenue à Sao Paulo au Brésil en avril dernier. Selon lui, la demande sur l'Égypte a connu aussi une hausse considérable sur les marchés arabes, notamment les pays du Golfe, avec en tête l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et ce, grâce à la campagne de promotion du tourisme égyptien lancée sur les marchés arabes pendant le mois de Ramadan, afin d'encourager les touristes arabes à visiter l'Égypte pendant l'été et à l'établissement de liaisons aériennes directes entre Sharm el-Sheikh et Hurghada et quelques capitales arabes. Mais avant de promouvoir le tourisme, il faut faciliter les procédures d'octroi des visas. À cet égard, des mesures sont appliquées depuis le 1er avril pour octroyer les visas aux touristes de 180 nationalités au lieu de 76 à leur arrivée en Égypte ou par voie électronique. En outre, les titulaires de visas valides pour le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou les pays de l'espace Schengen pourront obtenir le visa à la frontière égyptienne. Il y a aussi des mesures spéciales pour les touristes d'un certain nombre de nationalités en cas d'arrivée directe vers les villes de Sharm el-Sheikh et de Taba, à condition d'avoir un billet retour, une réservation, une carte de crédit ou de quoi couvrir leur séjour en Égypte. Les campagnes de promotion touristique sont aussi un pilier important du plan du ministère du Tourisme pour relancer le mouvement du tourisme vers l'Égypte. La campagne Follow the Sun, lancée en mars dernier par l'organisme de la promotion touristique sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, a bien réussi. Elle est parvenue à plus de 26 millions de personnes et a été vue par 22 millions de personnes sur YouTube, explique Lamia Kamel, assistant du ministère du Tourisme et des Antiquités pour la promotion, ajoutant que ces chiffres sont révélateurs et devraient se traduire par une augmentation du nombre de touristes dans les mois à venir. L'icône égyptienne, africaine, arabe, Mohamed Salah poursuit toujours son incroyable série de records. Mo Salah garde en fait ses bonnes habitudes à Liverpool. Il a confirmé qu'il était toujours intraitable lors de la première journée de la Premier League. Auteur du but égalisateur de son équipe, l'Égyptien a inscrit son 8e but lors d'une première journée, rejoint ainsi en tête de ce classement Alan Shearer, Frank Lampard et Wayne Rooney. Les Reds avaient toujours remporté le premier match du championnat d'Angleterre depuis 5 ans. Cela n'a pas été le cas samedi à Craven Cottage où le premier Fulham a livré une prestation plus rugueuse que prévu 2-2. Mené 2 fois après 2 buts d'Alexander Mitrovic à la 32e et à la 62e minute, les hommes de Jürgen Klopp n'ont dû leur salut qu'au duo Darwin Núñez et Salah, auteurs d'un but chacun à la 64e et à la 80e minute. Auteur du but égalisateur de Liverpool ce samedi à la 81e minute sur le terrain de Fulham 2-2, l'ailier égyptien a marqué lors de la première journée de Premier League pour la 6e année consécutive. Orphelin de Sadio Mané, parti au Bayern Munich, le Pharaon a retrouvé un excellent compère offensif en la personne de Darwin Núñez. Il a en effet centré pour l'Uruguayen, auteur du 1-1 d'une talonnade, avant de bénéficier d'un service involontaire de la recrue sur son but. Cette association promet pour la suite, même si collectivement les Reds n'ont pas affiché un visage flamboyant. Salah a ainsi marqué contre Watford en 2017, West Ham en 2018, Norwich en 2019, Leeds en 2020, Norwich en 2021 et donc Fulham en 2022.
Dans le monde du pentathlon moderne, l'Égypte est parmi les grands pays. En fait, l'équipe nationale a réalisé une excellente performance au championnat du monde de pentathlon moderne qui se sont achevés le 31 juillet à Alexandrie. Tout de suite en bilan avec notre collègue Dalia Karam. L'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime d'Alexandrie, présidée par Ismail Abdelrafar, a accueilli avec grand succès les championnats du monde de pentathlon moderne du 24 au 31 juillet. C'est la deuxième fois que l'Égypte organise les mondiaux seniors de pentathlon moderne après l'édition de 2017 organisée au Caire. En dépit de la canicule, les athlètes ont eu un séjour agréable. Le fait que les athlètes séjournaient dans le même complexe leur a permis d'économiser beaucoup d'efforts, ce qui a été très important avec le nouveau format de la discipline qui prévoit que les 5 épreuves de la finale soient accomplies en 90 minutes. La sélection nationale a réalisé une excellente performance en remportant 3 médailles, dont une d'or en relais dames et 2 d'argent en relais hommes et en individuel hommes. Amira Kandil et Heidi Morsi ont décroché la médaille d'or en relais dames. Avec 1298 points, le duo égyptien a dévancé l'équipe du Mexique composée de Mariana Arceo et Mayan Olivier, qui s'est classée deuxième avec 1291 points, et l'équipe de Corée du Sud qui a terminé troisième avec 1260 points. En relais hommes, Islam Ahmed et Ahmad Hamed ont décroché la médaille d'argent avec 1419 points derrière l'équipe de Corée du Sud composée de Jinhwa Jung et Zung Tae Jung, et devant la République tchèque représentée par Matus Touma et Philippe Ouska. La plus belle surprise de ces mondiaux est venue du jeune pentathlonien Mohamed El-Jendi, le petit frère d'Ahmad El-Jendi, vice-champion olympique à Tokyo. Mohamed, qui n'a jamais remporté de médaille aux mondiaux juniors et qui dispute ses premiers mondiaux seniors, a surpris le public en se qualifiant avec son frère en finale, puis en décrochant la médaille d'argent dans une course qui a regroupé les 3 médaillés olympiques de Tokyo. Mohamed El-Jendi a décroché la médaille d'argent avec 1512 points derrière le Britannique Joseph Chung et devant le Hongrois Balaz Sesep. En individuel dame, la meilleure performance égyptienne était une 6e place obtenue par Salma Abdelmaksoud, tandis que la jeune Malak Ismail a disputé la finale qui regroupe les meilleurs 18 athlètes. En classement par équipe, l'Égypte s'est classée à la 4e place chez les dames grâce au résultat de la sélection dames composée de Salma Abdelmaksoud, Malak Ismail et Amira Kandil. Chez les hommes, l'équipe égyptienne a terminé 5e grâce à la performance du trio Mohamed El-Jendi, Ahmad El-Jendi et Ahmad Hamed. Ashraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et du Sport, a déclaré que le pentathlon égyptien possède une jeune génération dorée capable de remporter une médaille olympique à Paris 2024. Comme l'Égypte antique, l'Égypte moderne éblouit chaque minute le monde entier. Cette fois-ci, dans le monde du sport, l'Égypte a organisé avec succès le championnat du monde d'escrime. Du 15 au 23 juillet au stade du Caire, les escrimeurs égyptiens ont réalisé une performance satisfaisante. Donc, les détails tout de suite. Du 15 au 23 juillet, le stade du Caire s'est transformé en véritable temple pharaonique. Toutes les portes d'entrée étaient décorées de statues pharaoniques et les petites salles couvertes portaient des noms de reines ou de rois égyptiens. Tout avait été préparé pour accueillir les championnats du monde d'escrime. En fait, la fédération égyptienne d'escrime présidée par Abdelmonem El-Hosseini a réalisé des mondiaux historiques qui ont ébloui tous les participants. L'excellente organisation des 6 mondiaux par l'Égypte rendra difficile notre mission d'organiser les prochains mondiaux en Italie, a déclaré Paolo Azzi, président de la Fédération italienne d'escrime qui organisera les mondiaux 2023 en Italie. Les mondiaux d'escrime ponctuent traditionnellement les saisons non olympiques. Mais depuis la dernière édition en Hongrie, en 2019, le coronavirus est passé par là. Cela fait donc 3 ans que les couronnes mondiales n'ont pas changé de main. C'est pourquoi cette édition des mondiaux a témoigné d'une grande participation, soit 2000 personnes, dont près de 1000 athlètes représentant 105 pays. C'est la France qui s'est adjugée la première place au tableau des médailles. La délégation tricolore a quitté le Caire avec 8 médailles, dont 4 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. La Corée du Sud termine à la 2e place avec 3 médailles d'or et l'Italie à la 3e avec 8 médailles, dont 2 d'or, 4 d'argent et 2 de bronze. Côté égyptien, les pharaons ont réalisé une bonne performance malgré l'absence de médailles. L'Égypte s'est qualifiée pour la phase finale qui regroupe les 8 premiers dans 3 épreuves différentes.
La meilleure performance égyptienne était la 6e place en sabre par équipe réalisée par Mohamed Amer, Ziad El-Sisi, Medhat Moataz et Adham Moataz. La 6e place réalisée en fleuret individuel par Alaeddin Aboul Qassem, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres 2016, et la 8e place en fleuret par équipe réalisée par Alaeddin Aboul Qassem, Mohamed Hamza, Mohamed Hassan et Mohamed Issam. Chez les dames, la meilleure performance a été réalisée en épée par équipe où l'Égypte termine à la 12e place. Ces performances représentent un exploit pour l'Égypte. Pour la première fois depuis 1949, l'Égypte atteint la phase finale qui regroupe les 8 premiers. Il est à noter qu'en 1949, lorsque l'Égypte avait remporté des médailles, le nombre de pays participants était de 6 seulement. Il est à noter qu'en 1949, lorsque l'Égypte avait remporté des médailles, le nombre de pays participants était de 6 seulement. Déclare Abdelmonem El-Husseini, président de la Fédération égyptienne d'escrime. Il a ajouté que l'Égypte possède une très jeune génération d'athlètes. La plupart des escrimeurs qui ont disputé ces mondiaux seniors avaient participé aux mondiaux juniors il y a quelques mois et avaient remporté des médailles. Et avec l'expérience, ces athlètes seront prêts à décrocher des médailles aux Jeux olympiques de Paris en 2024, affirme le président de la Fédération égyptienne d'escrime. En fait, seulement une semaine après l'annonce de la découverte d'une nouvelle tombe d'un commandant de mercenaires mort il y a 2006 ans. C'est un autre témoignage du passé qui vient de refaire surface en Égypte, à Abu Ghorab, près de la nécropole d'Abou Sir, située au sud-ouest du Caire. Une mission archéologique a exhumé les ruines de ce qui pourrait être un temple de 4500 ans. Donc, je dois actuellement vous laisser avec une sorte de plongée dans le passé avec toujours notre collègue Dalia Karam. En Égypte, une mission archéologique a annoncé avoir découvert la ruine de vastes bâtiments en briques. Ils pensent que la structure pourrait être l'un des 4 temples solaires édifiés durant la 5e dynastie, il y a 4500 ans, et mentionné dans des sources historiques. C'est le ministère des Antiquités et du Tourisme égyptien qui a rendu public la découverte dans un communiqué publié le 30 juillet dernier. Selon les informations relayées, les archéologues italiens et polonais menaient des recherches sur le site du temple du pharaon Nisoret-Ini, 6e souverain de la 5e dynastie, lorsqu'ils sont tombés sur les vestiges. Les ruines ont semblé être celles d'un bâtiment en briques de terre comportant également de posants blocs en quartz. Les archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des 6 temples solaires édifiés durant la 5e dynastie entre 2500 et 2350 avant notre ère et mentionnés dans les sources historiques. Ces édifices dédiés aux dieux Ré ont été construits par différents pharaons, mais seuls 2 d'entre eux ont été retrouvés à Abu Ghorab et Abou Sir. Jusqu'ici, les 4 autres demeuraient introuvables, d'où l'importance de la découverte. S'il est trop tôt pour confirmer la théorie du temple solaire, les fouilles se poursuivent sur le site et devraient s'achever d'ici peu. Les archéologues espèrent dégager l'intégralité des ruines et recueillir davantage d'informations sur le mystérieux bâtiment. Une semaine auparavant, une autre mission archéologique a mis au jour la tombe de Wahib Merines, un commandant des mercenaires venus des îles de la mer Égée et d'Asie mineure, ayant œuvré au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. La tombe du dignitaire se trouvait dans la plus grande cage d'embaumement découverte en Égypte en 2021 près du site archéologique d'Abou Sir. Près de 370 pots de stockage utilisés pour momifier des corps ont été mis au jour, ainsi que plusieurs objets dont 2 boîtes contenant 402 ouchbeti, des figurines funéraires qui devraient travailler à la place du défunt dans les champs de l'au-delà selon la mythologie égyptienne. Au fond d'un des nombreux puits funéraires, un double sarcophage a alors été découvert. La découverte de cette tombe reste importante pour les égyptologues. En plus des fouilles de saccage d'embaumement, les éléments retrouvés permettent de mieux comprendre le mode de vie de Wahib Merines, l'équipement funéraire et l'adaptation des croyances religieuses de l'époque en ces temps de crise où le caractère indigne de la civilisation égyptienne antique commençait à disparaître. Territoire aux 1000 facettes, l'Égypte abrite sur ses terres un passé pharaonique millénaire, bien sûr, des stations même balnéaires, mais aussi d'autres paysages naturels époustouflants.
Parmi ces derniers, les lacs dont on parle peu valent le détour et dévoile une autre facette du pays. Donc, zoom sur les plus beaux lacs d'Égypte, toujours avec votre guide, Dalia Karam. Le lac Nasser. Le lac Nasser est l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Construit entre 1958 et 1970 suite au projet du barrage d'Assoun, il s'étend sur plus de 500 km au sud du pays. Aujourd'hui, le lac Nasser est un trait d'union entre les sites antiques les plus spectaculaires, Abu Simbel, le temple de Taka et le temple d'Amada, les lacs de l'oasis de Siwa. À proximité de la frontière libérienne se trouve l'oasis de Siwa, un décor idyllique au beau milieu du désert abritant une multitude d'oliveraies, de dattiers, de palmarès et de lacs salés. Ces derniers sont réputés pour leurs sources d'eau chaude auxquelles on prête des vertus thérapeutiques. La plus célèbre, celle que l'on surnomme les bains de Cléopâtre. La légende raconte que la reine s'y serait baignée dans l'Antiquité lors de sa venue dans la région. Le lac Bourrelos. À quelques kilomètres de la ville portuaire de Rosette se trouve le lac Bourrelos. Bien plus qu'une simple étendue d'eau, le lieu est surtout l'une des plus grandes réserves naturelles d'Égypte et constitue un passage obligé pour les oiseaux migrateurs. On y recense aussi plusieurs espèces de poissons, reptiles et mammifères. Dans cet espace préservé, l'accès nécessite une autorisation. Enfin, le lac Karoun. Appelé également lac Moëris, le lac Karoun est une réserve naturelle qui s'étend sur près de 18 000 mètres carrés. Son environnement oscille entre plaine désertique et végétation abondante. Accueillant une variété d'oiseaux migrateurs en hiver. Ces eaux, quant à elles, accueillent plusieurs espèces de poissons et petits crustacés. Donc, j'ai un autre point, si je peux dire en anglais, story. Cette fois-ci, habiler les étoffes de versets coraniques en or est un artisanat traditionnel en Égypte. La famille ottomane est dans ce métier depuis plus de 150 ans. C'est plus qu'un métier, c'est une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. Donc, actuellement, Dalia Karam va vous guider dans ce reportage pour trouver un élément égyptien tout à fait actif, tout à fait qui essaie toujours de faire de grands accomplissements, même dans nos jours. Bien sûr, comme je viens de vous dire, ce sont des passions héréditaires. Le vieux caire en Égypte, Ahmad Osman, brode une épaisse étoffe noire de versets coraniques avec des fils d'or. Ce métier, il a arrêté de césariat par an. Il y a 100 ans, les créations de la famille Osman étaient envoyées vers la Mecque pour y recouvrir la Kaaba, l'édifice cubique vers lequel se tournent les musulmans du monde entier pour prier. L'artisan explique que son grand-père avait l'habitude de coudre le costume brodé du roi égyptien. En même temps, il cousait des écussons militaires pour l'armée égyptienne et la plupart des armées des pays arabes. Plus qu'un métier, une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. De fil en aiguille, elle se transmet de génération en génération depuis plus d'un siècle. Ahmad Osman souligne que la famille est dans ce métier depuis plus de 150 ans et qu'ils essayent de poursuivre leur histoire dans ce métier. Il ajoute qu'il l'aime pour sa valeur spirituelle et qui est plus inestimable que tout objet matériel. Mais depuis la crise sanitaire, le métier ne fait plus recette. La flambée des prix des matières premières, la baisse drastique du tourisme, un pouvoir d'achat des Égyptiens en chute libre vont vivre aux artisans égyptiens une période de vache maigre. Donc, chers téléspectateurs, comme vous avez regardé justement dans ce reportage que je viens d'observer avec vous, il y avait un élément très important, un élément égyptien, ce qui fait toujours, qui fait toujours des accomplissements en défiant tous les challenges dans tous les moments, comme vous venez de regarder justement dans ce reportage. Le Covid-19
ne freine plus les Égyptiens, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des individus, de travailler et de faire des réalisations tout à fait super, tout à fait éblouissantes pour tout le monde. Donc avec ce dernier reportage qu'on vient d'observer ensemble, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et à la prochaine.